Lundi 6 décembre, Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite les titres de ce journal. Deuxième jour de la visite d'État en Algérie du président palestinien Mahmoud Abbas. Il a été reçu hier par le président de la République Abdelmajid Tebboune. En Gambie, réélection du président sortant Adama Barrow. Il remporte donc les présidentielles avec 53,2% des suffrages. Les détails dans un instant. Santé, variant Omicron, mise en place de nouvelles mesures sanitaires anti-Covid un peu partout en Europe. Des manifestations éclatent dans certains pays. Et en Irak, les interrogations se multiplient concernant les éventuels candidats éligibles pour occuper les hauts postes au sein de l'appareil de l'État. Entre sunnites, chiites et kurdes, l'équation est un peu compliquée. Décryptage dans ce journal. Nous le disions donc à l'instant, le président palestinien Mahmoud Abbas entame sa deuxième journée de visite d'État en Algérie. Une visite qui s'inscrit dans le but de se concerter avec le président de la République Abdelmajid Tebboune, le tenir informé des derniers développements de la cause palestinienne et préparer le prochain sommet de la Ligue arabe sur la terre d'Algérie prévu le 22 mars de l'année prochaine. Cette visite d'État du président palestinien Mahmoud Abbas en Algérie est attendue par l'ensemble des Palestiniens, en particulier la diaspora installée à Alger. On écoute à ce propos Mohamed El Hammami, représentant du Fonds démocratique pour la libération de la Palestine à Alger. Il a été contacté par notre journaliste Tinhin Makassi. La visite du président Mahmoud Abbas coïncide avec une période particulièrement difficile pour le peuple palestinien qui continue à subir l'exaction de l'entité sioniste. Al-Quds, les expropriations de la terre de se poursuivre. L'assassinat des Palestiniens se poursuit. Pour cette visite, l'Algérie envoie un message fort et affirme que la cause palestinienne est au cœur de la préoccupation des pays arabes. Surtout en ce moment de trahison de certains pays arabes qui ne contentent plus de la normalisation des relations, mais signent des accords de sécurité avec l'entité sioniste. L'Algérie continue à affirmer sa solidarité avec notre peuple et toutes ses luttes. Surtout que ces accords ne serviront jamais les intérêts des nations arabes. Ils ne feront que servir les intérêts de l'entité sioniste qui ne respectera les décrets des Nations Unies. Que ces pays arabes parlent d'une voix commune et c'est là où intervient l'Algérie. Et nous suivrons de plus près cette visite d'État du président palestinien Mahmoud Abbas dans notre prochaine édition à 19h. En Gambie, cette fois-ci, les résultats des élections présidentielles ont finalement été dévoilés hier soir. C'est le président sortant, Adama Barrow, qui a été réélu pour un nouveau mandat. D'après les résultats globaux annoncés par la commission électorale indépendante, Adama Barrow a récolté 53,2% des suffrages, soit plus de la moitié des électeurs dans le pays. Mohamed Amina Berkan. Pour cette élection à un tour, les Gambiens ont été nombreux à voter samedi. Selon les données de la commission électorale, près de 89% des électeurs se sont déplacés aux urnes. Le président sortant de la Gambie, Adama Barrow, a remporté une victoire écrasante dans sa course à un second mandat. D'après les résultats globaux annoncés, Adama Barrow l'emporte avec 458 519 sur quelques 900 000 électeurs, soit un peu plus de 53% des voix, loin devant son principal concurrent et ancien mentor, Ousseynou Darbo, avec 238 253 des voix, soit 27,7%. Le président de la commission électorale en Gambie, annonçant les résultats des derniers bureaux de vote à la presse, a déclaré Adama Barrow dûment élu pour servir en tant que président de la République de Gambie pour un second mandat. Le président sortant a salué dans la soirée le bon déroulement du scrutin, remerciant notamment la commission électorale indépendante pour l'organisation compromis d'une élection libre, équitable mais aussi transparente. Le président a promis qu'il consacrerait toutes les ressources à sa disposition pour faire de la Gambie un pays meilleur. Un scrutin aux allures de test politique pour cette jeune démocratie qui détient son premier scrutin pluraliste depuis la chute du dictateur Yahya Jammeh. Cette victoire d'Adama Barrow le reconduit à son poste pour un second mandat après son ascension fulgurante et surprise
au pouvoir en 2016. Au Niger, le bilan de l'attaque survenue samedi dernier à Terra a été revu à la baisse. Au total, 12 militaires ont été tués et 8 autres blessés, alors que plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés. Un précédent bilan faisait état de 29 soldats tués et de 79 terroristes neutralisés. Les attaques armées se sont multipliées au cours des dernières semaines dans cette zone, visant aussi bien les objectifs militaires que les civils. Les pays du G5 Sahel ont adopté hier la déclaration de Nouakchott sur l'éducation, une adoption à l'issue du sommet sur l'éducation au Sahel tenu en Mauritanie. Le thème choisi pour cette rencontre était « Le Sahel de demain se construit à l'école aujourd'hui ». Les dirigeants des pays du Sahel se sont engagés à prioriser les actions et financements autour d'objectifs chiffrés pour réduire la pauvreté des apprentissages, promouvoir une participation accrue des filles à l'enseignement secondaire et renforcer les compétences de base et l'alphabétisation des jeunes adultes qui ont quitté l'école. Au Sénégal, ouverture de la 7e édition du Forum de Dakar ce matin. Un forum qui s'étalera sur 2 jours en présence de plusieurs chefs d'État et de nombreux ministres et directeurs internationaux, décideurs plutôt internationaux. Ce forum représente un véritable espace de rencontre pour réaffirmer avec force la coalition démocratique sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Au menu des discussions, le défi sanitaire, les enjeux du changement climatique, la cybersécurité et la lutte contre la désinformation ou encore le contrôle et la maîtrise des espaces maritimes. Au Sénégal, toujours, le variant Omicron commence à apparaître au moment où le pays enregistre une hausse des infections Covid-19. Le premier cas Omicron a été révélé par l'IRSEF ce week-end. Il s'agit d'un homme arrivé à Dakar il y a 2 semaines qui avait participé à une manifestation rassemblant près de 300 personnes venues de pays différents. Hier, 2 autres cas ont été détectés. Ils étaient en partance pour un pays de la sous-région et vers l'Afrique australe. Pour l'heure, aucun lien n'a pu être établi entre les 3 cas. Et face à ce bond de contamination, plusieurs pays européens tels que l'Irlande, la Suisse ou le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles mesures anti-Covid allant du confinement des personnes non vaccinées aux restrictions des déplacements, des mesures qui engendrent des manifestations de colère, notamment en Belgique et au Danemark. Neila Hamouda. Port du masque obligatoire, fermeture de discothèques, distanciation sociale dans certains endroits et rétablissement de jauges dans des établissements publics. Ce sont les nouvelles mesures établies en Irlande. Les règles d'arrivée au pays évoluent. Le gouvernement irlandais instaure d'autres nouvelles restrictions avant les fêtes de fin d'année. Tous les voyageurs en provenance de l'étranger, Grande-Bretagne inclus, qu'ils soient vaccinés, guéris récemment de la Covid-19 ou non, devront présenter un test négatif pour pouvoir entrer dans le pays, avant de devoir en refaire un autre une fois sur le sol irlandais. En Suisse, le port du masque dans tous les espaces intérieurs ouverts au public et la présentation du pass sanitaire pour toute activité en intérieur sont désormais obligatoires. Tous les voyageurs arrivant par les airs seront mis en quarantaine et soumis aux tests de dépistage. La durée de validité de ces tests antigéniques est réduite à 24 heures. Et à partir de demain, des tests négatifs seront aussi obligatoires pour toute personne entrant au Royaume-Uni. Elles devront également passer un test PCR avant la fin de leur 2e journée sur le sol britannique et devront s'auto-isoler au moins jusqu'à ce que leurs résultats négatifs reviennent. Tout le monde n'est pas d'accord avec les restrictions sanitaires. Au Danemark, les récalcitrants ont manifesté leur colère dans les rues de Copenhague. Le gouvernement a imposé le port du masque dans certains lieux et dans les transports publics et propose la vaccination aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Autre manifestation en Belgique cette fois-ci. Des heures ont eu lieu à Bruxelles lors d'une manifestation anti-restriction. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau sur des manifestants qui tentaient de se rendre au siège de l'Union européenne. Le gouvernement belge a annoncé la fermeture des écoles maternelles et primaires pour les fêtes de Noël avec 1 semaine d'avance pour contrer la reprise épidémique. Il a également imposé le port du masque en classe aux enfants à partir de 6 ans. Les discothèques ont été fermées et la population est incitée à limiter au maximum les contacts et les activités en intérieur.
Autre pays concerné par ces décisions sanitaires, l'Italie, qui met en place de nouvelles mesures de restrictions sanitaires dès aujourd'hui, notamment concernant les personnes non vaccinées. Cela inclut le renforcement du pass sanitaire, le Super Green Pass, qui n'est plus délivré avec un test de dépistage, mais avec une preuve de vaccination complète. L'accès à certains lieux n'est autorisé qu'aux personnes vaccinées ou guéries du Covid-19, et ce, à partir de 12 ans, des mesures en vigueur jusqu'au 15 janvier prochain. Le ministère de la Défense ukrainien a demandé au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni d'envoyer des troupes en Ukraine pour prévenir une éventuelle invasion russe. Pour rappel, le Canada participe présentement en Ukraine à l'opération unifiée qui vise à former les forces de sécurité de l'Ukraine. Un contingent de 200 militaires est déployé à Kiev, un apport insuffisant d'après le ministre de la Défense ukrainienne. Cette demande survient alors qu'une délégation canadienne vient de compléter une visite en Ukraine, alors même que la Russie massait ses troupes à la frontière. En France, le candidat à la présidentielle Éric Zemmour porte plainte après avoir été blessé au poignet. L'incident est survenu avant son premier meeting hier à Villepinte en Île-de-France. Quelques 15 000 personnes ont participé au rendez-vous du Parc des Expositions qui a été marqué par des tensions et violences. Éric Zemmour s'est vu prescrire 9 jours d'ITT. Le candidat à la présidentielle a porté plainte. La peine peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les journalistes veulent ma mort sociale. Venez, vous êtes qui? SOS Racisme. Vous êtes venu pourquoi, madame? Pour dénoncer les discours racistes. Pour montrer la violence. Action pacifique. Juste une action pacifique, monsieur. Reste avec elle. Économie avec l'euro, une monnaie unique qui a bien résisté à la pandémie, qu'à la crise des subprimes il y a 10 ans. Les 19 ministres des Finances de la zone euro se réunissent aujourd'hui pour saluer le tout prochain 20e anniversaire de la monnaie. L'euro a joué un grand rôle protecteur pendant la crise économique du Covid et attire de nouveaux candidats, la Croatie et la Bulgarie. Ce n'est pas tout puisque la Banque centrale européenne s'est lancée dans le chantier de l'euro numérique pour contrer les crypto-monnaies privées de la zone euro. Troisième et dernier jour de la conférence nationale sur la relance industrielle à Alger, un événement organisé par le ministère de l'Industrie qui s'est étalé sur ces 3 derniers jours. Au menu, établir une vision stratégique du secteur industriel et mobiliser les acteurs autour des objectifs de la relance économique. Cet événement s'est déroulé au Palais des Nations. On va revenir sur ce dernier jour avec Khaireddine Batache qui est en direct avec nous par téléphone. Bonjour Khaireddine, comment se passe cette 3e et dernière journée ? Bonjour Fatma, alors tombé de rideau aujourd'hui sur la conférence nationale de la relance industrielle avec la présence ici au CIC d'Alger du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et de son staff ministériel afin de faire le bilan sur ces 3 jours de travaux. Donc le chef du gouvernement s'exprime en ce moment même sur les axes prioritaires de la nouvelle stratégie nationale en matière d'industrie. Pour rappel, 4 ateliers thématiques ont eu lieu hier et aujourd'hui afin de dégager les grandes lignes de la nouvelle feuille de route en faveur de la relance industrielle qui marquera l'année 2022 et devra donc porter la contribution du secteur industriel dans le PIB national à hauteur de 15% en 2 ans. Car le temps presse, comme l'a annoncé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de l'ouverture de cet événement. Parmi les points qui reviennent, il conviendrait systémique vis-à-vis des industriels et des opérateurs économiques, publics et privés, mais également l'importance de mettre en place oui, logistique adéquat. Donc vous l'avez compris, l'objectif principal consiste à redorer le blason de l'Algérie en matière d'industrie pour D'accord. Merci Khaireddine, il semblerait qu'il y ait un léger problème de réseau. Nous reviendrons vers vous pour l'édition de 19h. Le conseiller émirati à la sécurité nationale, Tahnoun bin Zayed, se rend aujourd'hui en Iran à l'invitation de Téhéran. Il rencontrera son homologue iranien, Shamkhani, ainsi que d'autres responsables de haut rang au menu de cette visite. Le développement et le renforcement des relations bilatérales et les concertations concernant les derniers développements dans la région. Il s'agit de la première visite depuis la rupture irano-saoudienne, après laquelle les Émirats arabes unis avaient réduit leur
lien avec Téhéran. En Irak, les interrogations se multiplient concernant les éventuels candidats éligibles pour occuper les hauts postes au sein de l'appareil de l'État. Avec l'annonce des résultats définitifs des élections législatives anticipées dans le pays, le poste de président de la République et du Parlement et du chef du gouvernement sont au centre de tous les intérêts dans ce pays rongé par les conflits internes et une situation politique chaotique qui n'a pas encore dit son dernier mot. Mohamed Amin Aberkan. Depuis la chute du régime de Saddam Hussein en 2003 et après l'intervention des États-Unis d'Amérique, rien ne va plus dans le pays. Politiquement, l'Irak est très instable. La guerre de leadership fait rage entre composantes. Du coup, selon une coutume politique non formalisée dans la Constitution appelée localement le système de quotas, les postes supérieurs en Irak sont partagés entre les composantes fondamentales du pays. Alors, en vertu de cette coutume politique, les chiites occupent la présidence du gouvernement. Les sunnites, celle du Parlement, tandis que la présidence de la République échoit aux Kurdes. Le président de la République est élu aux voix des 2/3 des membres du Parlement qui comptent 329 députés et le mandat du président est de 4 ans. Et c'est justement les deux partis au pouvoir dans la région du Kurdistan, dans le nord de l'Irak, qui sont souvent les potentiels présidents du pays. À l'image du PDK présidé par Massoud Barzani et l'UPK dirigé par Bafel Talabani qui se disputent très souvent le poste de président de la République, pour ne pas dire que les deux mandats sont quasi dominés par ces deux partis. L'actuel président irakien Barham Salah est l'un des principaux dirigeants de l'UPK et un candidat éventuel pour empiler et être reconduit dans son poste. Le chef du PDK disparu, Jalal Talabani, avait occupé le poste du président du pays pour 2 mandats successifs entre 2005 et 2014, suivi du dirigeant du parti, Fouad Massoum, 2014-2018, et de l'actuel chef de l'État, Barham Salah, depuis 2018. Le courant sadriste s'emploie à former un gouvernement de majorité et non pas consensuel. Et c'est pour la première fois depuis 2005 que ça arrive. Toutefois, sa démarche fait face au rejet des autres forces et courants chiites qui ont perdu un grand nombre de sièges et qui rejettent ces élections, prétextant leur falsification. Depuis mi-octobre dernier, les sympathisants des forces défaites manifestent dans le centre de la capitale Bagdad sur fond d'une ambiance politique tendue ponctuée d'une tentative d'assassinat du Premier ministre Mustafa al-Kazimi le 7 novembre dernier. En Birmanie, l'ancienne leader Aung San Suu Kyi, condamnée par la justice à 4 ans de prison ferme pour transgression des lois sanitaires relatives à la situation pandémique et troubles à l'ordre public. Pour rappel, l'ex-prix Nobel de la paix est assigné à résidence depuis le renversement de son régime en début d'année. Les détails avec Amin Touta. De l'assignation à résidence à la condamnation pénale, l'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi écope de 4 ans de prison prononcée par l'instance judiciaire birmane. L'ex numéro 1 du gouvernement faisait face à 2 chefs d'accusation: troubles à l'ordre public et violation des règles liées à la situation sanitaire. Renversée par l'institution militaire en début d'année, la leader politique a été jugée en vertu de 2 lois. Et pour le même procès, l'ancien président Win Myint a été condamné à la même sentence. L'ex-homme d'État était à la tête du pays de la période de 2018 au mois de février 2021. Toutefois, le feuilleton judiciaire ne s'arrête pas là pour Aung San Suu Kyi, qui devrait faire face à d'autres chefs d'accusation dans les prochains jours, tels que la fraude électorale et des faits de corruption. Âgée de 76 ans, l'ancienne prix Nobel de la paix en 2019 est détenue par l'institution militaire depuis des mois. Avant cette date et sous le règne de Aung San Suu Kyi, la Birmanie avait connu une vague de persécution de la communauté des musulmans Rohingyas dans l'état d'Arakan. Une situation qui a poussé cette minorité à trouver refuge dans les pays limitrophes. Aux États-Unis, l'ancien sénateur du Kansas, Bob Dole, est décédé hier à l'âge de 98 ans. Il a été ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, 3 fois candidat à l'investiture républicaine. Il s'était lancé dans la course à la présidentielle en 1996. La triste nouvelle a été annoncée par la fondation Elizabeth Dole. Joe Biden a salué, je cite, « un homme d'État américain comme il n'y en a peu dans notre histoire ». Fin de citation.
Sport, football, troisième et dernière journée de la phase de poule en Coupe arabe des nations. 2 groupes sont concernés. Dans le groupe A, à 16h, le Qatar affronte l'Irak. Oman sera face au Bahreïn. Et enfin, dans le groupe B, un peu plus tard dans la soirée, la Tunisie n'aura d'autre choix que de s'imposer face aux Émirats arabes unis si elle veut arracher une place pour le prochain tour. La Syrie, en cas de victoire face à la Mauritanie, créera la surprise en se qualifiant en quart de finale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec MLM Zien Zitouni. Retrouvez Riyad Lahri ce soir pour votre édition du 19h. D'ici là, passez une excellente journée sur Al24 News.